Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation sous Love2D avec le langage Lua. Et je vous propose qu'on mette en place un jeu vidéo, un petit casse-brique, en utilisant tout ce qu'on a vu au préalable dans les différentes vidéos. Donc avant d'attaquer le projet proprement dit, parlons de coordonnées, c'est très important. Donc en mathématiques, vous avez utilisé ce qu'on appelle des coordonnées cartésiennes. Dans un jeu vidéo, c'est un peu différent. Je m'explique. Donc imaginez ici que vous avez votre fenêtre de jeu. Donc la fenêtre de jeu fait une certaine largeur et une certaine hauteur. Le point en haut à gauche, ce point-ci, sera le point 0, 0. D'accord? Donc le point en haut à gauche de votre fenêtre est prévu pour être le point 0. Ensuite, vous avez les axes positifs qui vont de la gauche vers la droite. Et les axes positifs vont du haut vers le bas. Donc c'est un peu différent par rapport au repère cartésien en mathématiques. Donc le point en haut à gauche, c'est le point 0. Et les x se déplacent vers la droite et les y positifs vers le bas. Attention. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu de casse-briques? C'est un jeu très simple. Vous avez des petits blocs, des petites briques qui sont représentées ici, en bleu, et elles sont dessinées sous forme d'une matrice. Donc il y aura une matrice de certaines lignes et certaines colonnes. En dessous va apparaître une raquette qu'on appelle le paddle. Donc cette raquette peut se déplacer de façon horizontale uniquement. Elle ne pourra pas déplacer la fenêtre de jeu, donc elle sera bloquée à la largeur de votre fenêtre et elle restera bloquée en 0. Donc elle ne peut pas être dans les x négatifs, elle ne peut pas être dans les x plus grands que la largeur de la fenêtre de jeu. Ce paddle, donc cette raquette, possède une balle. Donc au début, la balle est verrouillée au paddle. Où est le paddle? Où est la balle? Et puis vous allez appuyer sur une touche. Donc vous allez libérer la balle. Donc quand on appuiera sur la touche espace, par exemple, la balle va se déplacer. Elle va venir en contact des bords de l'écran. Elle va avoir un rebond, comme au tennis, d'accord? Donc quand vous tapez une balle sur le mur, le mur renvoie la balle avec un certain angle. Ici c'est pareil, le mur renvoie la balle et cette balle va se diriger vers les blocs. Quand une balle touche le bloc, ce bloc disparaît, vous gagnez un certain nombre de points. Et il y a encore rebond par rapport au bloc qui a été détruit. Et si par malheur, cette balle arrive en tout bas de l'écran, donc en gros que la raquette a loupé la balle, et bien là, vous perdez un point de vie. Donc si la balle touche en bas de l'écran, vous perdez un point de vie. Imaginons qu'on parte avec 3 points de vie. Et bien au-delà des 3 points de vie, votre jeu est fini. Donc en gros, qu'est-ce que c'est comme but du jeu? C'est de maintenir la balle dans l'espace, disons, plutôt vers le haut, pour venir en collision avec les blocs, pour détruire les blocs. Quand tous les blocs sont détruits, il y a une nouvelle matrice qui apparaît. Il ne faut surtout pas que la balle vienne toucher le bas de l'écran. Si c'est le cas, vous perdez un point de vie. Donc vous voyez, c'est un jeu très simple qui va nous permettre de réaliser très facilement, grâce à Love2D et à Lua, ce jeu-ci. Pour vous faciliter la compréhension et le suivi de ces vidéos, j'ai placé dans un GitHub les sources de ce projet. Donc je vous invite les amis à vous rendre avec un navigateur à l'adresse github.com. Vous avez ici l'adresse devant vous. Elle sera ici disponible également dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, pour récupérer ce projet, vous avez deux solutions. Vous venez ici, dans Code, soit vous clonez ce répertoire en utilisant les outils de Git, ou bien tout simplement, vous téléchargez le zip. Donc vous aurez un zip, donc un répertoire zip, qui contiendra toutes les ressources, tous les fichiers de votre projet. D'accord? Donc après avoir téléchargé ce fameux zip et l'avoir dézippé, vous allez trouver à l'intérieur d'autres répertoires. Je m'entends. On va placer dans des répertoires des ressources pour notre jeu, c'est-à-dire les images, les sons, les musiques. Eh bien, on a créé un répertoire qui s'appelle Assets, et dans ce répertoire, vous allez créer encore d'autres répertoires qui contiendront les ressources en fonction de leur type. Je m'entends. Dans les répertoires images, on va placer toutes les images dont on aura besoin dans ce jeu. Donc des images de type PNG, des images de type BMP. D'accord? Donc on crée un répertoire ressources qui contient toutes les ressources dont on a besoin dans le jeu. Et dans ce répertoire ressources, on va créer d'autres répertoires en fonction du type de ressources. Exemple, dans ici un répertoire que j'appelle musique, on va voir les musiques en MP3 ou en OGG pour notre jeu, d'accord? Dans un répertoire qu'on appelle Sounds, on va y placer les animations sonores, ici en format OGG. Bien. Donc, première chose, on va donc créer un répertoire qui s'appelle Assets, dans lequel on mettra toutes les ressources de notre jeu. Alors, ça permet de ranger proprement les choses.
Vous reconnaissez bien sûr à la racine de votre projet le fichier main.lua, c'est le point d'entrée pour notre projet, donc il faut absolument qu'il soit disponible à la racine quand on va lancer le projet. Love2D va rencontrer ce fichier main.lua et les choses vont se mettre en place. Le code source, on ne va pas le mettre ici à la racine par rapport au main.lua, on va créer un répertoire qui s'appelle src dans lequel on mettra tous les fichiers sources de notre projet. Donc vous avez ici tous les fichiers sources de type Lua, comme la balle, le bloc, le conclu. On parlera après un peu de tous ces fichiers-là, mais vous allez avoir ici tous les fichiers dont a besoin votre projet. D'accord? Donc on va placer un répertoire assets qui contient les ressources, un répertoire src, alors moi je l'appelle src, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais attention après de bien spécifier le chemin d'accès à ces fichiers. Et vous allez rencontrer également un répertoire qui s'appelle lib. Qu'est-ce que c'est que ce répertoire? Pour faciliter la création de ce jeu vidéo, j'ai réalisé quelques petits fichiers Lua qui vous seront nécessaires pour vous simplifier la vie. Eh bien, regardons un petit peu de quoi est composé ce fichier lib. Le langage Lua n'est pas un langage orienté objet. C'est dommage. Mais, on a vu dans les vidéos précédentes qu'une table pouvait contenir donc des variables, comme une classe ou un objet peut contenir des variables, et une table peut contenir d'autres fonctions. Eh bien, on peut utiliser les tables pour simuler le comportement orienté objet, ici, en programmation Lua. Et c'est ce qu'on a fait. Dans la bibliothèque lib, vous allez trouver un fichier qui s'appelle classe.lua, avec un petit c. Dans cette classe.lua, vous allez extraire, d'accord, vous avez accès à une table un peu spéciale qui s'appelle classe avec un grand C. Cette classe avec un grand C va nous permettre de mettre en place le comportement orienté objet, comme le Python ou le JavaScript, mais pour le Lua. Donc le Lua n'est pas un langage orienté objet. On va simuler ce comportement orienté objet grâce à la table classe. Comment utiliser une telle classe ou une telle table class? Donc dans un premier temps, vous allez créer dans votre module, alors ne paniquez pas, hein. Là je vous explique rapidement comment ça marche, mais après dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion d'utiliser plusieurs fois cette table, plusieurs fois les objets, donc je pense que les choses vont devenir de plus en plus évidentes. Donc là c'est une petite introduction pour vous montrer comment on peut utiliser une table class pour faire de l'orienté objet. Donc vous allez créer un module, d'accord? Et bien dans ce module, vous allez créer une variable locale que vous appelez class avec un grand C. Et vous dites, je récupère, donc require, j'ai besoin d'aller dans lib, donc dans le répertoire lib, dans lequel on a placé la petite bibliothèque qui est à votre disposition, et dedans vous allez trouver class.lua. Donc je place l'objet qui a été retourné par class.lua, je le place dans une variable class avec un grand C. Et je vais créer un objet. Bon, ça peut être un avion, ici dans notre jeu ce sera les blocs, la balle, les paddles, tout ceci seront des classes, donc des objets. Je vais créer donc un objet local que j'appelle obj, qui est égal à quoi? Eh bien qui est égal à une classe un peu particulière, c'est la table qu'on appelle ici classe. D'accord? Donc vous faites, je crée une table un peu particulière qui est la classe, donc vous faites grand classe avec un grand C, et vous n'oubliez pas d'ouvrir et de fermer les accolades. Que va-t-on faire? Eh bien, on va créer une table, vide pour l'instant, mais qui a une des propriétés que contient le class. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vous invite fortement à vous balader dans les fichiers de la bibliothèque, d'ouvrir ces fichiers, de regarder un peu ce qu'il y a dedans, mais attention les grands, si vous modifiez quoi que ce soit, sachez ce que vous modifiez. Alors, si vous modifiez les fichiers, que après les choses risquent de ne pas fonctionner comme vous voulez. Comme dans tous objets, il faut créer un constructeur. Donc en Python, le constructeur c'est init. Hein. En JavaScript, c'est constructor. Ici, pour garder un peu la même philosophie par rapport au Python, le constructeur s'appelle init. Alors comment appeler le constructeur de l'objet? Vous dites objet, d'accord, donc c'est une fonction, donc vous faites fonction, obj, donc c'est la classe que vous voulez créer, et vous faites deux petits points, comme on a vu une dernière fois, deux petits points, et la méthode, donc la fonction ou la méthode ici, c'est init. Donc cette fonction-là, cette méthode init, permet de créer, d'initialiser votre objet, le paddle, la brique, la balle. D'accord? Et vous lui passez bien sûr des arguments. Je pourrais ensuite créer d'autres fonctions qu'on appellera des méthodes qui appartiendront à objet, qui contiendront d'autres méthodes ou d'autres arguments. Okay? Donc grâce à la classe ici, donc grâce à la table class, on va pouvoir simuler le comportement orienté objet
par rapport à Lua, mais qui n'est pas orienté objet. Mais grâce à ce class, on va faire comme si. Et il y a quelque chose de très important en orienté objet qui est l'héritage. Et bien de même, la classe va vous permettre de faire de l'héritage. Je m'entends. Donc on va de même créer un objet. Donc on va avoir besoin de la table class. Donc j'importe ici de façon locale la classe avec un grand C. Et je fais require, va dans le répertoire libre et prends la classe. J'aurai besoin d'hériter d'une nouvelle classe. Mais cette classe, c'est entité. Donc imaginons le paddle. On va avoir besoin de créer un objet paddle. Mais cet objet paddle, on va le faire hériter d'un autre objet qui est déjà à la bibliothèque, qui est l'entité. On aurait pu l'appeler sprite dans certains frameworks. Ici, je l'appelle entity. Donc, on va avoir besoin d'entité. De fait, je place dans local, entity, je dis require. Donc, j'ai besoin que tu ailles dans la bibliothèque et que tu récupères ce qui a été renvoyé par entity.lua. Et je vais créer par exemple un paddle ou un plane ici. Donc là, je vais créer un plane. Je fais local. Objet plane. Alors, pensez à mettre des grandes, en majuscule, les objets. Donc, je mets grand plane avec un grand P, c'est quoi? C'est un objet de type classe. Donc, je prends une table class. Mais il a une particularité. C'est que je voudrais que cet objet plane hérite de mon objet entité. Et donc là, il y a un mot que vous allez placer entre accolades. Oui, c'est un peu spécial. Hein. C'est les tables qu'on manipule. Donc, faites classe, entre accolades, et on va placer dans cette accolade, donc là, dans cette table, on va placer le contenu d'une autre table, qui est la table entity. Alors, pour dire ça à Lua, vous ferez 2 underscores ici, d'accord? Donc, c'est la même structure qu'on a sous Python. Vous ferez 2 underscores, et vous mettrez le mot réservé includes, égale entity. Automatiquement, grâce à cette entrée que sont 2 underscores includes égale entité, il saura qu'il faut qu'il mette à disposition de la classe ou dans la table plane le contenu de entité. Donc il va placer dans plane toute la classe ou toute la table classe, entre guillemets, d'entité. Donc grâce à ça, plane va hériter de entité. D'accord? C'est comme ça, grâce au table, qu'on fait de l'héritage. Ok? Il faudra bien sûr construire notre plane ici. Donc on fera plane de petits points init. Vous lui placerez des arguments, par exemple la position x, la position y de votre plane. Mais pour construire le plane, il faut que d'abord je construise la classe dont il a hérité. Donc l'entité. Pour construire l'entité, là on ne peut pas passer par les 2 points. Parce que si je passe par les 2 points, le self, est-ce qu'il fait référence à entité ou au plane? Et là, Lua ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc là on est obligé, ici, quand on construit la classe héritée, de passer par le self. C'est-à-dire, vous ferez entité, point init, donc là vous allez appeler le constructeur d'entité, et comme on passe par le point, on est obligé de passer en argument le self, pour qu'il vienne mettre, lui, le self. Donc le self, je vous rappelle, c'est l'objet ou la table qui sera entité. Donc il va ici placer le x, le y, d'accord, dans entité. Mais comme entité appartient à plane, et bien plane possède aussi un x et y. Okay, bon, d'accord, c'est un peu compliqué, je vais bien l'admettre. Ne paniquez pas, on aura l'occasion dans les prochaines vidéos d'utiliser cette classe, d'utiliser cet héritage. D'accord? Dans la fameuse bibliothèque qui est à votre disposition, vous allez trouver une classe donc un peu particulière qui s'appelle Entity, qui va être le point de départ de toutes les images, de tous les sprites de votre jeu, d'accord? Donc le paddle sera de type entité, la balle sera une entité, le bloc sera des entités. Et pour créer un entity, ça prend à 3 paramètres quand on construit l'entity, la position X de votre objet, image, de votre position Y et l'image proprement dite. Et attention, l'encre de votre image, donc le point d'accroche, c'est le point en haut à gauche. Donc je vous invite les amis à aller voir le fichier entity.lua qui se situe dans le répertoire lib. Vous allez trouver de très nombreuses méthodes pour le positionner en X, en Y, ou de récupérer les positions du haut, donc le top par rapport au Y, le côté bas, le bottom par rapport au Y, le côté left ou right par rapport à X. D'accord? Et votre entity va se déplacer. Il y a à l'intérieur une table de type velocity qui va nous permettre de définir les vitesses en X, ici, et en Y. Il y aura également, vous avez compris, une table de type position pour le
positionner avec un certain X, un certain Y. Donc allez voir les amis, ce fameux fichier entity.lua, vous allez avoir de très nombreuses méthodes pour récupérer, pour positionner et pour rendre l'objet qui se déplace, d'accord? Et chaque entity possédera un rectangle de collision, d'accord? Donc ici, le rectangle ici sera tout à la même dimension que l'image. Donc chaque entity possède un rectangle de collision. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'on va pouvoir détecter ensuite les collisions. Donc exemple, vous avez ici un petit plane, d'accord, qui possède donc un rectangle de collision. Ici, vous avez un rock ou peu importe, qui possède également un rectangle de collision, et on va pouvoir détecter s'il y a collision entre le plane et le rock. En effet, entity possède une méthode qui s'appelle collide. Donc vous ferez entity, deux petits points collide, et elle s'attend à quoi? Bah, récupérer une autre target. Donc si je suis l'entity par rapport ici au plane, et ben je ferai plane, deux petits points collide, et je lui passerai en référence la target, qui est donc ici le bloc. Lui me répond par un booléen, d'accord, il sort un booléen, soit c'est false, soit c'est true. Donc false, il n'y a aucune collision entre les deux objets que sont le plane et le rock, parce que les rectangles de collision ne sont pas confondus, ne sont pas d'intersection. Et si par malheur le rectangle de collision du plane est en intersection avec le rectangle de collision du rock, il y a collision, et donc la fonction collide vous renverra true. Donc grâce à cette entity, on pourra créer des objets qui vont se déplacer, et on pourra détecter la collision des uns par rapport aux autres. Dans ma petite bibliothèque que je vais à votre disposition, vous allez trouver une table, qui est une classe en fait, une table un peu spéciale que j'appelle game. Alors attention, contrairement aux autres objets qu'on crée, qui sont en général locaux, ici on va créer un objet global. Quel est le propos de la table game? Eh bien en fait c'est de tout faire. Cette table game va gérer pas mal de choses à votre place. Vous allez déléguer ces actions à la table game. Que doit-elle faire? Eh bien d'abord, la table game doit gérer la boucle de jeu. Donc je vous rappelle qu'à chaque frame, il faut faire un update, puis un draw, puis un update, puis un draw. En fait, c'est pas vous qui allez appeler le update, le draw, vous allez déléguer ça à la classe game. Je lui dis à la type game, eh bien débrouille-toi, je te lance le jeu, je lance le jeu, et maintenant tu fais les actions qui ont besoin. Le game va appeler le update, puis le draw, puis l'update, le draw. Il va également gérer les actions clavier. D'accord? Vous n'aurez pas besoin de gérer vous-même les actions clavier. Vous allez déléguer cette gestion, encore une fois, à la table game. Donc vous voyez, je fais tout pour vous aider. Quand on va vouloir afficher des images, il faudra gérer ces images. Et bien en fait, c'est le game qui va gérer ces images pour vous. Donc il va gérer également les images que vous aurez à l'écran pour les afficher. Il y aura dans votre jeu différentes scènes, que j'appelle moi des stages. En effet, dans un jeu, il y a toujours une scène ou un stage d'introduction, dans lequel vous dites le titre, vous donnez les options, vous dites aux gens, donne-moi ton pseudo pour que je le garde en mémoire en fonction de ton score à la fin. Et puis vous avez un stage de jeu, proprement dit, là c'est là où on joue, où on perd. Et puis quand vous avez perdu, vous allez rentrer dans une nouvelle scène de jeu, dans un nouveau stage qui est la conclusion. D'accord, en gros vous avez perdu, mais voilà, vous avez eu tant de points par rapport au meilleur, ça donne ça. Et bien de même, Game va gérer ces différentes scènes. Vous voyez, c'est très bien d'avoir cette classe ou cette table Game, parce du coup, on n'a plus besoin de gérer la boucle de jeu, de gérer le clavier, de gérer les images ou de gérer les scènes de jeu. On va créer les scènes de jeu, mais on va dire au Game de les afficher pour nous et de passer l'une à l'autre. D'accord? On n'a pas besoin de gérer ça nous-mêmes. Mais attention, Game ne peut pas tout faire à votre place, on est bien d'accord. Et Game va être assisté lui-même par d'autres tables. Au centre ici, vous avez la table game. Et la table game va être assistée par différentes tables. La première table qu'on va voir, c'est la table Input Manager. Donc, ce Input Manager, son rôle, c'est de gérer et le clavier et la souris. Vous n'avez pas besoin, vous, de gérer la clavier, de gérer la souris. Vous dites au Input Manager, fais ça pour moi. Et comme table possède un Input Manager, eh bien le game pourra gérer son propre clavier et sa propre souris. De même, on va déléguer la gestion des ressources à une table, ou bien vous avez compris, une classe, Asset Manager. Donc je l'appelle Asset Manager. Le rôle de cette table de type classe, c'est de gérer les images, les sons, les ressources par rapport aux polices de caractère. Et Asset Manager sera contenu dans Game. Donc la classe Game possède également un Asset Manager, donc il est capable de gérer les ressources à votre place.
Et enfin, il faudra gérer les scènes de jeu. Ces scènes de jeu seront gérées dans un table particulier qui est le Stage Manager. Donc on a 3 managers, un manager pour les entrées clavier, un manager pour les ressources par rapport aux images et au son et aux musiques, et enfin le Stage Manager qui va gérer les différentes scènes de votre jeu. Il y aura également quelques méthodes disponibles dans le game, entre autres une méthode pour initialiser love2d et pour quitter love2d. Vous n'avez plus besoin de rentrer love2d init ou love2d quitte. En fait, c'est le game qui va gérer ça pour vous. Direz au game démarre, vous direz au game arrête. Et bien sûr, je vous disais, il va gérer cette boucle de jeu en faisant update, draw, update, draw. Donc grâce à cette table game, il y a énormément de process que vous n'aurez pas besoin de gérer vous-même. C'est la classe table qui va les gérer pour vous. Chers amis, je vous invite fortement à aller ouvrir les différents managers, à savoir le Asset Manager.loir, le Input Manager.loir, le Stage Manager.loir, voir comment on gère ces différents managers ici. Et ça vous permettra de voir comment on utilise ces fameuses classes. Donc ouvrez ce fichier, regardez un peu ce qu'il y a à l'intérieur, ne modifiez rien, et ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Donc exemple ici, si j'ouvre le fichier Asset Manager.loir, vous allez trouver quoi? À l'intérieur, du module Asset Manager.loir, vous allez trouver une variable de type local, que j'appelle Asset Manager avec un grand A, d'accord, qui est de type Table Class. Il n'y a pas d'héritage, donc ici, on n'hérite d'aucune autre classe. Et à l'intérieur de ce Asset Manager, on va placer d'autres tables. Des tables qui contiendront les différentes images qu'on va utiliser, les différents sons qu'on va utiliser, les différentes musiques et les polices de caractères. Mais comme ces variables doivent appartenir à Asset Manager, on place à chaque fois le mot self. Je vous rappelle que self va ensuite être remplacé par le Asset Manager. Donc en gros, Asset Manager possède une table image qui contiendra les images. Asset Manager contient, le self ici, Asset Manager contient des tables sons pour avoir les animations sonores. Asset Manager contient des musiques. Et Asset Manager contiendra des polices de caractères. Donc je vous invite les amis à ouvrir ces fichiers pour voir comment ils sont conçus ces différents managers. Dans ma petite bibliothèque, vous allez trouver aussi une table qui va être très intéressante pour la suite des jeux, à savoir la table animation. Donc grâce à cette table animation, grâce à cette classe, on va pouvoir rendre notre jeu de façon plus dynamique parce qu'on va créer des animations. Alors comment ça marche? Vous allez lui passer à cet objet animation ce qu'on appelle un sprite sheet qui contient toutes les petites images qu'on va jouer les unes après les autres pour rendre l'animation. Donc exemple ici, une explosion. Donc vous allez lui passer donc, dans le constructeur de l'animation, donc ferait animation de type.init. Donc il s'attend à obtenir l'image qui contient toutes les petites images qu'on va dessiner les unes après les autres, ce qu'on appelle la classe ou sprite sheet. Vous allez également spécifier la largeur d'un sprite unique, donc la largeur ici, et la hauteur du sprite. Donc de fait, lui, il connaît votre image, il sait dimensionner cette image, il sait que chaque sprite unique a une certaine largeur et une certaine hauteur, il connaît le nombre de fait qu'il y a de lignes et de colonnes. Il sera capable ensuite de dessiner les unes après les autres. Donc vous lui spécifiez également l'intervalle de temps qui s'écoule entre une image et une autre image. Est-ce que vous voulez qu'il soit joué enfin de façon looping ou pas? Donc si vous lui passez true, ici, l'animation est jouée en boucle. Si vous lui passez false, elle sera jouée unique fois. Donc vous avez compris le but du jeu. On va dessiner les images les unes après les autres pour rendre une animation ici d'explosion. Donc on va passer cette image, après on va dessiner celle-ci, puis on va dessiner celle-là, au bout d'un certain intervalle que vous avez spécifié, ensuite celle-ci, et puis celle-là. Et puis quand il arrive à la fin de sa première rangée, il connaît le nombre d'images qu'il y a dans la rangée 1 par rapport à ça, parce qu'on lui est passé la largeur, la hauteur d'un sprite unique, il va passer à la rangée suivante, etc. Donc grâce à cette petite table animation, on va pouvoir faire des animations. Dans ma petite bibliothèque, vous allez trouver également une autre table qui va nous permettre d'afficher du texte à l'écran. Cette table, qui est de type classe, s'appelle label. Donc pour construire un label, vous lui passerez 3 arguments. Le texte de votre label que vous voulez afficher, la police de caractère que vous voulez utiliser et la taille de votre police. Alors si vous le passez ici dans la police de caractère fonte, si vous lui passez la fonte nil ou nul, mais en Lua on dit nil, eh bien on va quand même mettre un texte en utilisant la police par défaut de love2d. Donc love2d vous met à disposition une police,
je pense que c'est la police Arial, par défaut. Donc si vous passez une fonte nil, eh bien il va utiliser, le label va utiliser la police de défaut de Love2D. Et vous spécifiez bien sûr quelle taille vous voulez pour votre texte. Donc attention, vous pourrez bien sûr utiliser vos propres fontes, mais il faut que les fontes soient de type TTF. Donc je vous invite à aller sur le site de google.font pour récupérer différentes fontes. De même les amis, je vous invite à ouvrir le fichier label.lua pour voir comment est construit ce fameux table de type classe. Eh bien, je propose qu'on réalise de petits casse-briques en utilisant la petite bibliothèque à votre disposition. Donc sur le disque dur, j'ai importé via le GitHub ma petite bibliothèque. Elle est ici, dans le répertoire libre. Donc il y a les fichiers dont j'ai besoin. Et bien sûr, vous pouvez compléter votre propre bibliothèque avec vos propres fichiers, bien sûr. Il y a le répertoire assets qui contient les ressources, le point d'entrée, le main.lua, et dans le SRC, ce répertoire contiendra tous les fichiers sources. J'ai créé un fichier pour l'instant qui s'appelle play_stage.lua. Donc c'est mon premier stage ou première scène de jeu, celle de jeu tout simplement. Donc on ouvre Visual Studio Code et nous allons maintenant créer notre play stage. Donc on y va doucement. Le play stage, donc c'est donc une table de type classe. Donc je vais importer de façon locale à ce module play stage la classe qui est demandée ici. Donc je fais local classe et je dis require, j'ai besoin que tu ailles dans le répertoire lib et que tu récupères le petit classe avec un petit c.lua. Donc grâce à ce ligne de code ici, j'ai maintenant accès à la fameuse table classe. Je crée mon play stage de façon locale pour l'instant. Donc je fais local play stage égale classe. On ouvre et on ferme les accolades. Je viens de créer ma première table de type classe en faisant local play stage, c'est le nom de ma classe avec un grand P. Play stage égale classe. J'ai maintenant une classe un peu particulière ou une table un peu particulière qui est une classe. Je vais construire mon play stage. On va passer par le constructeur. Donc je vous avais dit que pour construire, on passe par la fonction init. De fait, je fais function play stage. On est toujours dans la table ou dans la classe. On va parler maintenant de classe et puis de table si vous préférez. Donc je vais maintenant dans la classe play stage. Et je vais appeler le constructeur. Donc je fais deux petits points pour éviter de passer les self, etc. Vous vous souvenez? Deux petits points. Et je vais recevoir en argument la largeur et la hauteur de ma fenêtre. Or, ces deux paramètres que sont la largeur et la hauteur, il faut que je les mémorise. Donc je vais dire self.screenWidth. Donc en gros, PlayStage va mettre, je dis PlayStage va mettre de façon ordonnée dans ta table une variable qui s'appelle largeur d'écran, qui vaut la largeur d'écran que je reçois en argument. De même, j'oublie pas de faire un self.screenHeight, va mettre dans cette variable-là la hauteur de ma fenêtre. Si vous faites simplement ceci, ça ne marchera pas. Si vous oubliez le mot self, vous ne dites pas que cette variable-là appartient à la table PlayStage. Il faut absolument mettre le mot self. Donc là, on vient de créer le PlayStage, qui est une classe, ou une table un peu particulière, qui est une table de type classe, et on va placer à l'intérieur de ce PlayStage deux variables, une qui contiendra la largeur de la fenêtre, une qui contiendra la hauteur de la fenêtre. Quand on sort du constructeur, toutes les stages vont rentrer dans une méthode qu'on appelle la onHunter. Donc après le init, on rentre tout de suite dans le onHunter. Donc là pour l'instant, il n'y a rien dans le onHunter, mais on pourra à terme recevoir des arguments dans data et par exemple mettre une musique, afficher ceci à l'écran, faire un reset sur le score, etc. Donc après le init, n'oubliez pas, vous rentrez dans le onHunter. Ok ? Après le onHunter, on rentre dans la boucle de jeu. Donc là on rentre dans le update qui est dans PlayStage et le render. Donc on fait update, on reçoit bien sûr l'argument du DT, qui est la période de frame, et après l'update on fait dans le render. Après le render on va dans l'update. Alors on a vu que dans Love, c'était pas render qu'ils avaient appelé, c'était Love, c'était Draw. Moi, je l'appelle render. J'aurais pu l'appeler Draw. Voilà, j'ai décidé de l'appeler render. Donc, on fait update, render. Update, mise à jour des paramètres, rendu à l'écran. Mise à jour des paramètres, rendu à l'écran. Ainsi de suite. Quand on quitte la scène pour aller dans une autre scène, on va rentrer dans une fonction qui s'appelle onExit. En gros, dans cette méthode-là, vous pourrez ensuite éteindre la musique, remettre le score à n, enfin, passer des arguments, etc. Donc là, on va rentrer dans le onExit. Je reprends les amis. Je vais créer ma première scène de jeu. Pour créer ma scène de jeu, je vais créer une table
un peu spécial pour me donner accès à la programmation orientée objet. Donc j'ai besoin de la classe et de ça, je vais l'importer de ma require lib class. N'oubliez pas le lib, il faut qu'il aille dans le répertoire lib pour récupérer le class.lua. On n'a pas besoin de spécifier .lua. Je vais maintenant créer ici mon playstage. Donc je fais local playstage égale classe. On n'oublie pas d'ouvrir et fermer les accolades. Et vous voyez que pour l'instant, mon playstage, il est local. Mais regardez à la fin de mon fichier, je fais return playstage. Donc je vais mettre à disposition cette classe pour ensuite l'utiliser plus tard. D'accord? Je fais à la fin, n'oubliez pas de faire à la fin return playstage. Il faut construire mon playstage, je vais passer par la méthode init. Donc je fais function playstage init. Je reçois la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, que je vais mémoriser dans deux variables qui appartiennent au playstage, d'où le mot self. Le self signifie je vais placer dans le table ou dans la classe playstage deux variables, une pour la largeur de la fenêtre, une pour la hauteur de la fenêtre, que je pourrais ensuite utiliser. Quand on a fini de rentrer, quand on sort de init, on rentre maintenant dans la fonction qui s'appelle onHunter. On reçoit ou pas des arguments. Donc il y aura peut-être des arguments data. Donc dans l'hunter, en gros, on mettra la musique en route, on fera un reset de ceci, on passera les objets comme on veut à l'écran. Après être sorti de onHunter, on rentre dans la boucle de jeu. Ici, dans les stages, c'est update. On reçoit bien sûr le DT par rapport au frame. Et non pas, on ne fait pas un draw. Ici, on n'appelle pas la méthode draw, on l'appelle render. Mais c'est pareil. Donc on fait update puis render. Update puis render. Et ceci de façon cyclique à chaque frame. Quand on passe d'un stage à l'autre, on va quitter ce stage pour rentrer dans un autre stage. Donc pour quitter ce stage, on va rentrer dans une méthode qui s'appelle onExit. Donc en sortant de onExit, je pourrais par exemple éteindre la musique, faire ceci, faire cela. D'accord les gars? Alors maintenant, c'est comment implémenter ce stage dans le jeu. Eh bien chers amis, alors rendons-nous maintenant dans le main.lua. Dans un premier temps, nous allons avoir besoin de certains modules. Donc le premier module, on va l'importer à partir de la bibliothèque lib, et ce module, c'est le game. Donc on a dans la variable game, local, on require, on va dans le répertoire lib, et on récupère le game.lua. Donc maintenant dans game, j'ai le module disponible. Il me faut le second module qui est le stage manager. Donc je vais mettre le stage manager.lua, je vais le placer dans une variable locale que j'appelle stage manager. Donc je fais local stage manager, require, va dans le répertoire lib et récupère le stage manager.lua. Il faut que j'importe également le playstage. Mais attention les amis, le playstage il est dans le répertoire src. Donc je vais placer dans le playstage, toujours en local, je fais require, va dans le répertoire src et met maintenant dans la variable locale playstage le contenu de play_stage.lua. Donc j'ai maintenant ici à demeure dans ce fichier main.lua les trois modules. Je vais également placer dans deux variables locales, une pour contenir la largeur de la fenêtre, 700 pixels ici, et une variable pour contenir la hauteur de la fenêtre, 500 pixels. Nous allons maintenant construire notre objet TheGame. Donc TheGame, c'est l'objet qui sera global à tout mon projet. C'est pour ça que je l'appelais TheGame. Pour ça, j'ai besoin de connaître son constructeur. Donc je vais dans le répertoire, dans le fichier game.lua, et ici, j'ai la fonction game, d'accord, deux petits points init. Donc deux petits points init, c'est le constructeur. Il s'attend à quoi? Il s'attend à trois paramètres. Il veut connaître la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre et le titre que vous le donnez à votre fenêtre. Eh bien, c'est ce qu'on fait tout de suite. On dit que TheGame, c'est ma future variable que je vais créer maintenant, mon objet. TheGame, c'est game. Donc j'utilise le module game que j'ai ici mémorisé, entre parenthèses, et je lui passe les trois paramètres. Je lui passe la largeur de la fenêtre, qui est ici de 700 pixels. Ici, je lui passe les 500 pixels qui sont dans la variable hauteur de la fenêtre, et je lui passe comme titre paddle_lua. Et donc, en sortant d'ici, j'ai maintenant présent dans mon projet un objet de type game qui va me permettre de gérer le clavier, de gérer la souris, de gérer, par exemple, les assets, donc les ressources. Et nous allons maintenant entrer dans les trois fonctions que propose load. Donc, load, update, draw. Donc, première méthode, load.draw. Donc, n'oubliez pas que c'est la première méthode qui est appelée. Donc, fonction love.load. Que va-t-on faire? Eh bien, on va initialiser le jeu, tout simplement. Et dans game, il y a une méthode qui s'appelle begin.
tout simplement. Donc je fais the game, c'est mon objet que je veux gérer dans ce projet, d'accord, the game, à une méthode, begin, comment faire pour l'appeler, vous faites deux petits points, point begin. Donc en faisant the game, deux petits points, point begin, bah, vous initialisez le jeu. En fait, lui, il va appeler les méthodes de love2d qui vont permettre d'initialiser. Dans the game, il faut maintenant lui dire qu'il y a des stages. On va charger ces stages dans le jeu. Pour ça, il y a une méthode qui s'appelle load stages. Donc je vais faire the game, j'appelle la méthode load stages, et lui, il attend quoi? Ben, il attend les fameux stages. Alors pour l'instant, je n'ai qu'un stage, on s'entend. Mais dans peu de temps, il y aura le stage d'introduction, le stage de jeu, le stage de fin, etc. On peut créer autant de stages que l'on désire. On va créer des stages. Donc on fait quoi? On fait the game, deux petits points, load stages, et vous lui passez en argument les stages. Alors comment faire pour lui passer stage? Vous dites, on va appeler l'objet stage manager qu'on a mémorisé dans une variable stage manager, entre parenthèses, et vous lui passez dans une table, quoi? Bah, vous lui passez un truc particulier, c'est, on va lui passer une clé. Donc ici la clé je lui passe entre crochets, je lui dis, voilà, je prends une clé qui s'appelle play. Cette clé fait référence à une fonction. Et cette fonction renvoie le play stage. Bon, c'est un peu compliqué, on y va doucement. Je prends mon objet the game. Ok, j'ai mon objet the game. Ce game a une méthode qui s'appelle load stages. Donc je vais placer dans mes games tous les stages. D'accord, je ne vais pas placer les stages les uns après les autres, je vais les voir. Au début, je vais placer tous les stages, et puis après, je vais choisir, je veux ce stage-là, ce stage. Mais là, les stages, comme il les a déjà dans le game, il est capable de les appeler. Donc je vais lui placer tous les stages que j'ai. Et pour l'instant, je n'ai qu'un seul. Mais ça va changer dans peu de temps. Pour ça, vous appelez la méthode load stages avec un S. Vous lui passez un argument, entre parenthèses. Vous demandez au module stage manager. D'accord, stage manager. Vous dites voilà, stage manager va entre parenthèses. Et dans une table, vous allez lui passer quoi? Vous allez lui passer une clé. Et cette clé fait référence à une fonction. Et cette fonction, que fait-elle? Elle renvoie, elle fait un return, elle renvoie le play stage. Donc ici, je crée une clé que j'appelle play, entre crochets. Donc crochet, cote, play, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle play, égale une fonction. Donc à cette clé, j'associe une fonction. Et cette fonction, que fait-elle quand on l'appelle? Elle fait return, donc elle retourne l'objet playStage. Parce que je lui passe, alors le playStage, je vous rappelle, hein, le constructeur ici, dans le init, il attend qu'on lui passe l'argument largeur de la fenêtre, argument de la fenêtre. Donc vous voyez ici dans le main, je fais return playStage, je lui passe bien la largeur de la fenêtre, et je lui passe bien la hauteur de la fenêtre. Donc quand the game, quand on voudra appeler ce stage, on fera appel le stage play, on lui passera uniquement la clé ici, lui il sera capable d'aller récupérer le play stage. Il faut maintenant que je lui dise, voilà, tu as plusieurs stages en mémoire, bon pour l'instant on en a qu'un, mais imaginez qu'on en a plusieurs, il veut dire, mais quel stage tu veux que je joue? Et bien pour ça on lui fait ça. On dit the game, donc on prend l'objet the game. À l'intérieur, tu vas appeler ton objet que tu connais, que tu possèdes, qui est un stage manager. Et pour t'appeler le stage manager, on dit at the game. Get stage manager. Donc le get, c'est récupérer, set, c'est pour imposer. Donc dans le game, il y a un stage manager. On dit get stage manager. Donc je fais the game, deux petits points, get stage manager ici. Attention de ne pas oublier les parenthèses. Donc en sortant, ici, j'ai maintenant le stage manager qui est contenu dans the game. Je dis change stage, donc je vais appeler la méthode change stage du stage manager qui est contenu dans the game. Oui, c'est pas facile, mais on y va doucement. Donc the game possède un stage manager. Pour avoir accès à ce stage manager, je passe par une méthode get stage manager. Attention, on n'oublie pas les parenthèses. En sortant d'ici, quand j'arrive ici, j'ai maintenant le stage manager, parce que je lui demande de me donner le stage manager. Donc il me le donne ici. Et maintenant, je vais appeler des méthodes qui attendent quel stage manager on veut changer. Je fais deux petits points, change le stage. Quel stage? Pour l'instant, j'en ai qu'un. C'est le play. Donc vous lui passez en argument et en cote le play, donc le stage que vous voulez qui soit joué. Donc si j'avais intro, j'aurais appelé intro. Si j'avais conclu, j'aurais appelé conclu, etc. D'accord? Donc c'est un peu particulier, donc on y va doucement et on recommence. On a créé the game. Donc the game, on appelle le module game, tout simplement, et vous lui passez les trois arguments. La largeur, la hauteur, le titre. Maintenant, on a the game. Je vous rappelle que the game, lui, à l'intérieur, il possède d'autres classes, que sont des stage managers, que sont l'asset manager, que sont l'input manager.
je vais maintenant placer dans mon game les différents stages. Alors évidemment, là j'en ai qu'un, mais vous sentez bien que bientôt on en aura plusieurs. Donc je vais lui poser, je vais lui dire voilà, tu as tout ça comme stage, mets ça en mémoire, et après je vais appeler un stage par rapport à un autre. Donc pour ça, vous le faites. The game, donc c'est l'objet, deux petits points load stage, JIS, donc va charger en mémoire tous tes stages, et pour ça, il faut que j'utilise un stage manager. D'accord? Donc un stage manager, je prends ici par rapport à ma variable locale que j'ai ici, je lui dis voilà. Donc load stages, vous le passez entre parenthèses, vous appelez stage manager, entre parenthèses, et maintenant vous lui créez une table. Cette table, vous va avoir une clé et une fonction. Donc vous dites à la clé play, parce que c'est le play stage, donc je mets la clé play, c'est une fonction, et le propos de cette fonction, c'est de faire un return de quoi? Du play stage. Vous lui passez la largeur et la hauteur. Donc quand je ferai change le stage, si je lui play play, et bien automatiquement, il va apparaître à l'écran le play stage. Ok? Donc là, on aura plusieurs stages dans the game. N'oublie pas de fermer les petites parenthèses qui vont bien. Attention les grands. Et puis maintenant, je vais dire, voilà, quand on a rentré tous les stages de mon système, on est toujours dans le load, hein, les grands. Donc dans le load, on charge tout en mémoire. Et en sortant du load, on dit, voilà, maintenant je veux jouer ce stage. Et bien on dit, the game, récupère le stage manager. Alors pour le récupérer, vous dites, get stage manager. The game, oui. Donne-moi ton stage manager. Il me le donne et je lui dis maintenant, je peux parler au stage manager que contient the game. Je lui dis voilà, change le stage. Attention de bien mettre les deux petits points à chaque fois. Il y a deux petits points ici, deux petits points là. Change le stage. Il va dire mais quel? Le stage qui a eu pour clé play. De fait, ici en sortant, va apparaître à l'écran le play stage. Donc c'est un peu particulier, mais comme Lua n'est pas un langage objet, orienté objet, on est obligé de passer de artifices comme ça un petit peu compliqué. Mais bon, c'est... Vous prenez ça, vous le recopiez bêtement au début, puis vous allez voir, à force de manipuler, ça va devenir un automatisme. Donc là, on finit le load. Et bien maintenant, on va dire, fais un update, fais un rendu. Donc on va rentrer ensuite dans le update ici. Donc on rentre dans love.update, il a bien sûr le DT, mais qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, dans the game, il y a une méthode qui s'appelle update. Il sait quel stage il a à mettre en œuvre, parce qu'on lui a dit qu'on voulait le changer, change le stage play, et donc il va prendre ce stage, il va appeler la méthode update. Après, dans le rendu, dans le draw, il va faire love.draw, il va faire le rendu du stage. Donc il suffit de dire, tout simplement, pour faire l'update, vous faites the game, deux petits points update, et vous lui passez le DT. Point. Lui, ensuite, il va faire sa petite sauce à l'intérieur, il va savoir quel stage à appeler, quel stage faire update. Donc vous dites the game, deux petits points update, et vous lui passez le DT. Lui, après, il se débrouille. Et pour le rendu, vous faites the game, deux petits points render. C'est tout. Donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait, vous dites the game, deux petits points update, mets-toi à jour par rapport au frame, et update.render affiche le frame par rapport au frame qu'on a actuel, affiche par rapport au stage que je t'ai demandé d'afficher la chose à l'écran. Il va vous obéir, il va faire des updates et faire des rendus. On voudrait aussi gérer le clavier. Donc gérer le clavier, dans the game, il y en a Input Manager qui est fait pour ça. Donc c'est un peu la même chose. Vous vous souvenez, il y avait deux fonctions que proposait Love2D qui disent, voilà, chaque fois que j'appuie sur une touche, j'appelle la méthode qui s'appelle love.keypress et on reçoit la touche quand il est appuyé. Et quand on relâche une touche, on fait love.keyrelease. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, the game, oui. À l'intérieur, tu as un input manager. Va l'appeler s'il te plaît. Donc en gros, c'est ça. Dans the game, deux petits points, get input manager. Attention de bien fermer et d'ouvrir les parenthèses. Donc voilà, the game. Je voudrais parler à l'input manager. Donc il vient, get input manager. Et à l'intérieur de input manager, il y a une méthode qui s'appelle setKeyPress. Pensez-y les amis, get c'est pour récupérer, set c'est pour poser, imposer quelque chose. Donc je dis voilà, input manager, toi qui possèdes une méthode qui s'appelle setKeyPress, je te passe le key qui a été appuyé. De fait, il est capable de savoir quelle touche a été appuyée, et donc le game qui possède l'input manager est capable lui-même de connaître la touche qui a été appuyée. D'accord? Donc on passe par the game qui possède lui à l'intérieur un input manager en lui spécifiant via la méthode setKeyPress quelle touche a été appuyée et vous lui passez bien sûr le key. Ici, quand je vais appuyer sur la touche escape, donc si if key égale escape, qu'est-ce que je fais? Bon, j'imprime un texte à l'écran, quitte proc, mais je vais demander au game de partir. Je ferai the game,
deux petits points, exit. Je n'ai pas besoin d'appeler des méthodes de love2d. Par the game, on peut faire des begin, et the game, on peut faire des exit. Donc là, je vais faire exit. Et bien exit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre les derniers stages à l'écran, et il va sortir de l'écran. Tout simplement. De même, ici, vous avez love.keyrelease qui est appelé à chaque fois que le key est relâché. On va dire the game. Informe ton input manager. En gros, c'est ça, hein. The game, get input manager. On récupère l'input manager de the game. Et cet objet-là, on va dire maintenant, je parle à l'objet input manager, setKeyRelease, il a été, on appelle la méthode setKeyRelease qui appartient à input manager, on lui passe la key qui a été, enfin la touche qui a été relâchée. D'accord? Donc the game, c'est l'interface entre nous et le jeu, et the game possède lui à l'intérieur des input managers, des asset managers, des stage managers qui vont gérer ça pour nous. Mais quand même, il faut l'informer, il faut lui dire quelle touche a été appuyée, quelle touche a été relâchée. On l'informe via les méthodes setKeyPress, setKeyRelease. Bon, effectivement, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est Love, c'est Lua qui fait, il nous impose de travailler comme ça. Donc je vais lancer la chose, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit avoir un écran tout noir, parce que pour l'instant, dans le PlayStage, on n'a pas grand-chose. D'accord? Alors pour vous rendre compte qu'on est bien en train de jouer sur le PlayStage, ici, je vous affiche un petit texte, on va faire un print tout simplement. On va afficher le texte update. Comme ça, on va avoir le mot apparaître, update qui va apparaître. Et ici, on va lui demander d'afficher print render. Voilà. Donc, quand on va appeler la chose, on va lancer la chose. Ici, on a créé un game. Donc, the game est créé ici. Voilà, ici. On vient de créer the game ici. On a placé dans the game, via la méthode lowStages, on a placé les différents stages en passant ici la clé play. On a appelé à la fin du load, quand on a chargé toutes les ressources dans le jeu. Maintenant, on dit, voilà, the game, on va placer en tout haut de la pile, d'accord? Imaginez qu'on a plusieurs stages dans une pile. En haut de la pile, c'est quoi? Bah, c'est le stage play. Il va lancer le stage play. Donc, il va faire ensuite, il va faire des updates et des rendus, par rapport au update ici et render là, mais comme on a mis le stage play, il va appeler la méthode update du playstage et la méthode render du playstage. Donc on doit avoir dans la console, si je ne me suis pas trompé, on doit avoir update, render, update, render, update, render. Et quand on appuiera sur la touche escape, de fait, on rentrera ici dans la méthode keyPressed, d'accord? On n'aura que key égale escape, de fait, il fera the game, deux petits points, exit. Et on va sortir du jeu. On regarde ça tout de suite. Donc on fait un petit peu de nettoyage, on fait un petit clear, et là on fait love, petit point. Et regardez ce qui sort. On a ici une fenêtre noire, mais pour l'instant c'est tout à fait normal, avec le titre qu'on avait indiqué au préalable, donc Paddle Lua. Elle fait 100 pixels de large, 500 pixels en hauteur, et regardez ce qui sort. Il sort update, render, qui est en train de tourner en boucle à 60 images par seconde en faisant des updates et des renders. Si j'appuie sur la touche escape, tout doit s'éteindre, l'écran va disparaître et en bas, on doit avoir le message qui apparaît, pour qu'on est bien rentré ici, dans cette méthode-là. Donc j'appelle la petite fenêtre qui est ici, je fais échappe et tout s'arrête. Vous voyez? Alors au début, effectivement, ça a l'air un peu compliqué, cette façon de mettre des stages dans the game. Effectivement, c'est un peu particulier, mais on est obligé de faire comme ça, on n'a pas le choix. Parce que Love n'est pas un langage orienté objet. Donc, on est obligé de passer par des artifices en utilisant des tables. D'accord? Mais vous allez voir qu'avec le temps, voilà, on va commencer à manipuler ce type d'objet. Ça devient un peu... Enfin, pas forcément facile, mais voilà, ça devient plus concret, disons. Attention de bien mettre les parenthèses ici. Il y en a deux. Les crochets, donc des accolades. Donc, faites très attention à la syntaxe. Merci pour votre écoute et à très bientôt.